Merci. Bien, nous sommes tout oui. Ok. Donc, pour commencer, bonjour et un grand merci à tout le monde, un grand merci d'être là, un grand merci au jury d'avoir fait le déplacement et de prendre le temps de discuter de mon travail. C'est assez rare et c'est assez touchant et en même temps assez intimidant de voir réunis comme ça les sphères personnelles et professionnelles. Et intimidant notamment parce que je vais essayer aujourd'hui de un exercice un peu périlleux qui sera de m'adresser à tout le monde, c'est-à-dire de pouvoir tenir un discours qui sera entendable par les spécialistes de différentes disciplines et en même temps par des profanes, il y en a dans la salle. Sachant que je sais d'emblée que je ne vais pas réussir à tous les coups cet exercice, mais je sais que tout le monde comprendra au moins la première diapo, parce que je vais vous raconter une petite histoire que je comprenais quand ma maman me la lisait quand j'avais 4-5 ans. C'est l'histoire de Pezzettino. Pezzettino, c'est ce petit carré rouge qui, au début de l'histoire, a un problème d'identité. Il se demande s'il est vraiment lui-même parce que il constate que tous ses amis sont multicolores, constitués de plein de carrés, et lui, c'est un seul petit carré d'une seule couleur. Donc il cherche, il demande à ses amis s'ils n'auraient pas perdu un morceau, et les autres lui disent ben non, si j'avais perdu un morceau, je pourrais pas être moi-même. Ce qui déjà en soi est une réponse assez philosophique et qui m'a sûrement intrigué d'une certaine façon quand j'avais 5 ans. Mais il finit par tomber sur un sage qui lui dit va sur l'île aux rochers, il faut que tu partes en voyage et que tu ailles sur l'île aux rochers, tu trouveras peut-être la réponse à ta question. Donc Pezzettino va sur cette île, qui est une île aride, et il fait que monter et descendre, et on ne sait pas bien comment il va trouver sa réponse. Mais finalement, il tombe, et il tombe en plein de petits morceaux. Et en tombant en plein de petits morceaux, il réalise comme une évidence qu'il est bien lui-même, puisqu'il est constitué d'une multitude. Et il rentre chez lui, il retrouve ses amis, il leur raconte ses aventures, et tout est bien qui finit bien. Ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il existe des arguments scientifiques qui suggèrent que Pezzettino a raison, dans le sens où euh, l'individu non seulement peut se concevoir comme un assemblage d'éléments de plus petite échelle, mais ne peut pas être conçu autrement que comme un assemblage d'une multitude. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la suite de l'exposé. Donc pour vous parler de tout ça et pour essayer de faire tenir dans 45 minutes, j'ai peur de déborder légèrement, j'espère qu'on m'en excusera. Je vais être obligé de faire des choix, de vous parler de quelques exemples, mais j'ai quand même souhaité faire cette diapo un peu générale pour que vous puissiez situer ces exemples dans l'espace-temps. Donc dans le temps déjà, puisque c'est quand même une histoire qui se déroule sur un peu plus d'une vingtaine d'années de ma vie dans la recherche maintenant. Des repères dans l'espace, puisque j'ai commencé par travailler en région parisienne, puis de l'autre côté de la planète, dans les îles du Pacifique, et puis au CNRS, ici à Lyon, au laboratoire de biométrie et biologie évolutive, depuis 2008. Et au cours de toutes ces périodes, j'ai travaillé sur un certain nombre de sujets, et notamment un sujet qui a un peu traversé toute ma carrière, c'est la bactérie Wolbachia, c'est une bactérie intracellulaire dont je vous parlerai un petit peu en détail tout à l'heure. Elle est intéressante notamment pour tout un tas d'effets très impressionnants qu'elle a sur ses hôtes, qui sont des insectes, ou plus généralement des arthropodes. Elle induit par exemple chez ces petites mouches que j'ai étudiées pendant ma thèse, qu'on appelle les drosophiles, un phénomène de stérilité qu'on appelle l'incompatibilité cytoplasmique. Et ce phénomène, on l'observe également dans beaucoup d'espèces, mais notamment chez un moustique qui est très étudié par l'équipe de Mylène. Et cette équipe notamment a mis en évidence des patrons très complexes de ce phénomène d'incompatibilité cytoplasmique. Et ces dernières années, je me suis pas mal intéressé à essayer de comprendre ce que cette complexité pouvait signifier en termes d'architecture génétique. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière en termes de mécanismes pour expliquer une telle complexité. Euh, la bactérie Wolbachia, je m'y suis aussi intéressé dans le cadre de mon postdoc, en travaillant sur ce papillon qui avait le bon goût de vivre dans les îles du Pacifique, et chez lequel la bactérie a un effet qu'on appelle le male killing, elle tue purement et simplement les mâles, et avec sa fréquence, la fréquence de cette bactérie qui varie selon les populations, selon les îles, eh bien la proportion de mâles et de femelles varie également, la sex ratio, et je me suis intéressé aux conséquences évolutives de ces variations de sex ratio sur cette espèce. Et la question des conséquences évolutives de Wolbachia, je l'ai étudiée par la suite d'une manière un peu plus globale, avec des approches vraiment multi-espèces, à travers un système que je vous décrirai tout à l'heure. Et ce système nous a notamment permis d'étudier la question du transfert horizontal, c'est-à-dire la possibilité que Wolbachia se déplace entre différentes branches de l'arbre du vivant.
La question du transfert horizontal s'est également trouvée au centre du travail de postdoc de Daphné Raïs, où on s'est intéressé cette fois à la transmission horizontale d'autres types d'éléments génétiques égoïstes, je définirai ce terme tout à l'heure, que sont les éléments transposables, des fragments d'ADN qui se multiplient au sein des génomes et de cette façon envahissent les espèces. Et cette question du transfert horizontal est également au cœur d'un projet que je mène depuis quelques années maintenant avec pas mal de collègues au LBBE, qui s'appelle le projet Horizon, où on s'intéresse au transfert horizontal dans le cadre des relations entre les papillons et leurs parasitoïdes. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Cette question du transfert horizontal, et plus généralement la possibilité que des éléments héréditaires puissent venir de l'extérieur, on peut la voir en relation avec un autre sujet qui m'a beaucoup intéressé ces dernières années, c'est la possibilité que l'hérédité ne se limite pas à la génétique. Et on a réfléchi avec Étienne Rajon, notamment au labo, par des approches de modélisation, aux implications évolutives de ça, et surtout aux implications évolutives du fait que les systèmes d'hérédité non génétique ont tendance à muter beaucoup plus souvent que les systèmes génétiques. C'est des hérédités qui sont moins stables, et on a réfléchi aux conséquences évolutives que ça pouvait avoir. Quand on commence à s'intéresser à l'hérédité non génétique, eh ben, on commence à gratter un peu au bord du cadre dans lequel on travaille, c'est-à-dire le cadre de la théorie de l'évolution. Et ce positionnement de questionnement du cadre, c'est quelque chose que j'ai pu aussi explorer plus en profondeur dans des projets plus épistémologiques, notamment à travers le co-encadrement de la thèse de Fabienne Paulin, qui est une didacticienne et qui s'est intéressée, dans le cadre de sa thèse, à l'enseignement de la théorie de l'évolution, et plus spécifiquement à essayer de comprendre ce qui rendait cet enseignement particulièrement difficile. Et un des résultats que Fabienne a pu mettre en évidence en analysant des programmes ou le contenu des cours, c'est une espèce de discordance entre l'épistémologie de la théorie de l'évolution telle qu'elle se construit et telle qu'elle s'enseigne. Et cette discordance, selon nous, met vraiment en évidence quelque chose de plus général, qui est un espèce de rapport crispé, tendu, dans le monde des sciences, dans son rapport à l'incertitude. Et cette question du rapport à l'incertitude en sciences et de la différence qu'il faut garder à l'esprit entre la science et des vérités indiscutables de l'autre côté, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, notamment dans des cadres de transmission comme l'enseignement ou comme la diffusion de connaissances scientifiques auprès du public, qui sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, ce positionnement épistémologique et cette prise de recul par rapport au contenu des sciences, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années, et qui se trouve aussi au cœur d'un projet que j'ai commencé il y a 2-3 ans maintenant, qui implique des collègues au labo et plus généralement un panel assez large et interdisciplinaire, où on s'intéresse à chercher à expliquer l'émergence des processus évolutifs, c'est-à-dire, bien sûr, on cherche à comprendre comment cette diversité qui est représentée ici à travers un petit griffonnage sur un carnet de notes de Charles Darwin, qui est vraiment une espèce d'icône. Pardon ? Il n'y a plus de son. Ok. Très bien, merci. Merci de rester vigilant. Donc ça implique de chercher à comprendre comment l'évolution s'est mise en place, évidemment, à l'origine de la vie, ce petit 1 qui est symbolisé ici, mais plus généralement, comment est-ce que cette dynamique des processus évolutifs, des processus darwiniens, pourrait se mettre en place dans éventuellement d'autres systèmes physico-chimiques. Alors de quoi je vais vous parler dans tout ça ? Je vais vous parler d'incompatibilité cytoplasmique, je vais vous parler de ces conséquences globales de Wolbachia, de la transmission horizontale de Wolbachia, je vais vous parler du projet Horizon. Je vais vous parler aussi, pour finir, de ce projet interdisciplinaire. Et j'espère que ce projet, bien qu'il soit d'une nature assez différente du reste, parce qu'il n'implique notamment pas d'expérience, même pas de modélisation à ce stade, me permettra quand même de montrer que, bien que tout ça soit un petit peu un patchwork, il faut reconnaître, mais il y a des thèmes qui traversent tout ça, notamment le thème de l'individualité qui donne son titre à mon manuscrit, et dont je vais essayer de vous montrer que il traverse un peu toutes ces questions. Et très lié à cette question de l'individualité, la proposition d'adopter une perspective méta sur l'évolution, c'est-à-dire de chercher à comprendre non seulement l'évolution des traits, mais l'évolution des mécanismes de l'évolution eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui s'avère indispensable quand on commence à faire ce genre de choses, mais qui finalement est également pertinent pour comprendre, pour aborder tout un tas de questions biologiques qui sont typiquement celles que j'aborde ici. Alors, on va commencer avec Wolbachia et l'incompatibilité cytoplasmique. Et pour vous parler de ça,
Je vais commencer par vous exposer un principe de manière un peu simpliste, mais qui est un principe assez fondamental pour comprendre l'évolution de la coopération dans le monde vivant et avec elle l'évolution de nouveaux systèmes d'organisation, l'évolution de nouvelles échelles d'individualité. Pour comprendre ça, on va s'intéresser aux conséquences de la transmission verticale. Qu'est-ce que j'appelle la transmission verticale? Eh bien, on va considérer un système où il y aurait un hôte, qui est représenté ici par le petit bonhomme, à l'intérieur duquel il y aurait des symbiotes, par exemple des bactéries. Et on va regarder ce qui se passe quand il y a une transmission verticale entre les générations, en s'intéressant d'abord à ce cas-là d'un symbiote gentil, un symbiote qui aurait des effets positifs sur son hôte. Ce symbiote a des effets positifs sur son hôte, donc cet hôte survit bien, fait beaucoup de bébés, et ce faisant, le symbiote lui-même fait beaucoup de bébés, puisque le symbiote est transmis verticalement, donc plus son hôte a un succès reproducteur élevé, plus le symbiote lui-même a un succès reproducteur élevé. On peut contraster ça à ce qui arriverait à un symbiote méchant, un pathogène, qui serait lui aussi transmis verticalement. Cet hôte, bon an mal an, produirait peut-être quelques descendants, mais moins. Si bien que si vous vous intéressez à l'évolution du symbiote, vous constatez que toute mutation qui donnerait un avantage à l'hôte, donc qui serait de l'ordre de la coopération, serait avantageuse pour le symbiote lui-même, et toute mutation qui désavantagerait l'hôte serait éliminée par la sélection naturelle. Donc ce principe très simple, il nous permet de comprendre que des systèmes à transmission verticale devraient mener à l'évolution de la coopération, et c'est finalement un cas particulier d'une règle encore plus générale qui est que quand il y a une forme de dépendance, par exemple ici à travers la reproduction, une forme de dépendance entre deux entités biologiques, eh bien ça crée le terreau pour l'évolution de la coopération, c'est-à-dire l'apparition de traits chez un partenaire qui vont avoir des effets positifs sur l'autre. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique par exemple l'émergence de ces cellules dont nous sommes tous composés, qui contiennent des éléments dont on sait qu'ils ont une origine bactérienne et dont il viendrait pas à l'idée aujourd'hui de questionner le fait que ça fait partie de notre organisme, qui sont pourtant le fruit d'une symbiose, donc on est des chimères de ce point de vue-là, et donc on a eu là l'émergence de nouveaux niveaux d'individualité, à travers cette règle générale de la dépendance qui mène à la coopération. Si je vous ai présenté cette règle, c'est pour en discuter rapidement des contre-exemples, parce que ces contre-exemples vont nous permettre de mieux comprendre la règle. Wolbachia, c'est un représentant d'une classe très diversifiée d'éléments qu'on appelle collectivement des éléments génétiques égoïstes, qu'on peut définir comme des éléments qui sont transmis verticalement, et qui donc, selon le principe que j'ai expliqué tout à l'heure, devraient être gentils, devraient avoir des effets positifs sur leur hôte, et qui pourtant peuvent avoir des effets négatifs et envahir les populations, même en ayant des effets négatifs. Comment ça se fait? La manière générale d'expliquer ça, c'est que je vous ai parlé de transmission verticale, mais j'aurais dû plus précisément parler de co-transmission. Ce qui mène à la coopération, c'est le fait que des éléments restent associés au cours du temps. Or, la transmission verticale, en particulier chez les espèces sexuées, ne signifie pas nécessairement une co-transmission, puisque les éléments génétiques qui constituent un organisme sont dissociés à toutes les générations, les cartes sont rebattues par le biais de la reproduction sexuée. Si bien qu'une porte est ouverte à des stratégies égoïstes qui vont permettre à ce genre d'éléments d'être sélectionnés malgré un effet pathogène. Un autre aspect central de cette histoire, que je vais illustrer plus précisément à propos de Wolbachia, c'est le fait qu'il y a des mâles et des femelles, et que les mâles et les femelles ne transmettent pas les mêmes choses. En particulier, Wolbachia, c'est une bactérie qui est intracellulaire, elle vit à l'intérieur du cytoplasme de ses hôtes, et vous savez peut-être que le cytoplasme est une partie des cellules qui est transmise dans la plupart des espèces à travers les générations par les femelles, à travers l'œuf, mais pas par les mâles, puisque les spermatozoïdes ne contiennent à peu près rien d'autre que de l'ADN du génome nucléaire. Autrement dit, revoyons notre règle de tout à l'heure. Imaginons que Wolbachia ait un effet positif, une mutation apparaît chez Wolbachia qui lui donne un effet positif sur les femelles et sur les mâles. On est dans le cadre de la réflexion de tout à l'heure, ce trait est avantageux puisqu'il avantage la lignée qui va sélectionner effectivement, qui va compter pour la dynamique de Wolbachia, il avantage la lignée femelle. Mais de la même manière, un trait qui aurait un avantage sur la lignée femelle mais un désavantage sur la lignée mâle envahirait de la même manière les populations puisque les mâles en fait sont des impasses évolutives. Donc les effets que Wolbachia a sur les mâles, in fine, sont invisibles pour la sélection naturelle. Et c'est de cette manière qu'on explique tout un tas de choses assez fascinantes que Wolbachia fait à ses hôtes, et notamment l'incompatibilité cytoplasmique, dont je vais vous parler maintenant. En passant, quand vous allez voir des têtes en haut à droite, en général, dans la suite de l'exposé, ça va être des doctorantes, plus précisément des doctorantes que j'ai eu la chance de co-encadrer. Hervé Merceau est une exception à cette règle, puisque c'est pas
quelqu'un que j'ai encadré, mais c'est la personne qui m'a encadré pendant ma thèse. Et j'avais envie de mentionner parce que, au fond, c'est quand même ma première expérience d'encadrement. C'est lui qui m'a donné les premières billes de à quoi pouvait ressembler un encadrement de thèse. Et un encadrement de thèse qui m'a semblé assez bon. Et a posteriori, il me semble notamment que Hervé a su trouver un juste équilibre entre un cadre et une direction à donner et une certaine marge de manœuvre. Et cette question de l'équilibre entre le cadre et la liberté, je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de l'encadrement doctoral. Alors revenons donc à l'incompatibilité cytoplasmique qui s'observe notamment chez ces petites mouches, les drosophiles, qui étaient les systèmes expérimentaux sur lesquels je travaillais pendant ma thèse. Pour comprendre l'incompatibilité cytoplasmique, il faut regarder un peu ce qui se passe quand des individus infectés et non infectés se croisent. Infectés ici en gris avec un W, non infectés en blanc. Quand les mâles sont non infectés, il n'y a pas de problème, la descendance survit normalement. La descendance des femelles infectées est infectée, la descendance des femelles non infectées est non infectée. Par contre, quand les mâles sont infectés, il se passe des choses. Dans ce croisement, les embryons meurent. Quand les mâles sont infectés et les femelles non infectées, les embryons meurent. Dans ce croisement-là, il n'y a pas de problème. Et donc ça illustre le genre de choses dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que ça, c'est pas bon pour les mâles. Parce que, en faisant ça, Wolbachia stérilise en partie les mâles infectés, puisque les mâles infectés ne peuvent plus se reproduire avec les femelles infectées. Donc ça va diminuer le succès reproducteur des mâles infectés. Mais Wolbachia, ça change rien pour elle, puisque les mâles sont des impasses évolutives. Ce qui compte pour sa dynamique évolutive à elle, c'est son effet sur les femelles. Et son effet sur les femelles, là, il est positif, puisque les femelles infectées, elles, vont indirectement produire plus de descendants que les autres, puisque les femelles non infectées, en blanc, à droite de ce tableau, vont elles être en partie stérilisées. Donc comparativement, les femelles infectées produisent plus de descendants que les autres, donc Wolbachia envahit, et ça sélectionne l'incompatibilité cytoplasmique. Il y a une autre manifestation de ce truc, qu'on appelle l'incompatibilité bidirectionnelle, et qui s'observe cette fois quand on croise des mâles et des femelles avec des Wolbachia différentes. Ce qu'on voit dans ces cas-là, c'est que, bon, si les mâles et les femelles portent la même bactérie, il n'y a pas de problème, mais par contre, on observe la même mortalité embryonnaire quand les mâles et les femelles portent des bactéries différentes. Et on va parler de types de compatibilité différents. Un des sujets qui m'a intéressé pendant ma thèse, c'est essayer de comprendre, notamment avec des approches théoriques, comment on pouvait expliquer l'émergence d'une diversité de types de compatibilité à partir d'un type ancestral. Et une des choses qu'on a montré avec Hervé et également avec Denis Poinceau qui m'avait précédé à ses côtés, c'est que un des meilleurs modèles pour expliquer ça, un modèle qui était purement théorique à l'époque, c'est un modèle qu'on appelait toxine-antitoxine, dans lequel on supposerait que pour expliquer le fait que les embryons meurent dans ce croisement particulier, eh bien on supposerait que Wolbachia dépose une espèce de toxine sur les chromosomes paternels pendant la production des spermatozoïdes. Wolbachia est éliminé ensuite des spermatozoïdes, puisque les spermatozoïdes ne transmettent pas Wolbachia, mais la toxine, elle, est bien présente, si bien que les chromosomes paternels ne peuvent pas participer aux divisions cellulaires et l'embryon meurt. Au contraire, dans un croisement compatible, eh bien, Wolbachia est là dans l'œuf et elle produit cette fois un antidote qui, par un système clé-serrure, viendrait inhiber l'effet de la toxine et viendrait rétablir le caractère fonctionnel des chromosomes paternels. Donc ça, c'était un modèle théorique. Et il marchait bien pour expliquer des patrons qu'on observait notamment chez la drosophile. Mais par ailleurs, il y a des gens qui travaillaient sur d'autres systèmes, et notamment l'équipe de Mylène, qui montraient que chez ce moustique, tu l'expliques bien, c'est bien, on a des patrons d'incompatibilité qui sont très compliqués. Ça, on le savait en fait depuis longtemps, depuis les années 50, puisque ce système est un des premiers où les gens ont commencé à étudier l'incompatibilité cytoplasmique, même sans savoir qu'il y avait une bactérie derrière. Mais cette complexité, elle était connue de longue date. Et les travaux de l'équipe de Mylène ont pu montrer que c'était bien Wolbachia qui était responsable de tout ça. Et donc, il fallait une explication possible à cette grande complexité. Et moi, je me suis beaucoup intéressé, notamment dans le cadre du postdoc d'Igor Nord, à essayer d'expliquer par des approches théoriques qu'est-ce qu'il faudrait supposer pour pouvoir expliquer un tel phénomène. Et notamment, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est que il faudrait supposer, si c'est bien un système toxine-antidote qui explique tout ça, il faudrait supposer qu'il y ait plusieurs paires de gènes toxine-antidote. Combien? C'était un peu la question à 1000 € du postdoc de Igor, et Igor a craqué ce problème qui était très compliqué, et il a suggéré qu'il faudrait supposer l'existence de l'ordre de 5 paires toxine-antitoxine. Ce qui est assez chouette dans cette histoire, et pourquoi j'aime bien vous la raconter, c'est que on est parti très loin dans de la théorie. Là, on était dans la théorie des graphes, il y avait des 0 et des 1. Et puis par ailleurs, il y avait des études très expérimentales qui étaient faites dans d'autres groupes, et notamment des gens qui, par des approches de biologie moléculaire, ont pu identifier les gènes qui étaient vraisemblablement responsables de l'incompatibilité cytoplasmique dans le génome de Wolbachia. Et dans l'équipe de Mylène, ils ont commencé à compter
la présence de ces gènes à l'intérieur des génomes, à regarder leur diversité, et ils sont arrivés à estimer que on observait de l'ordre de 6 copies de ces gènes à l'intérieur des génomes, ce qui n'était pas pour me déplaire, puisque c'était joliment en accord avec les prédictions théoriques. Donc cette manière de croiser différentes approches et de venir croiser les arguments pour venir indiquer qu'un modèle, s'il n'est peut-être pas le bon, en tout cas colle avec les données quand on les regarde dans tous les sens, mais ça c'est quelque chose qui a été très satisfaisant. Et un aspect très sympa de cette histoire aussi a été qu'on a rédigé un article de synthèse tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, il y avait l'équipe de Mylène, mais il y avait aussi mon directeur de thèse, il y avait ces gens qui avaient travaillé sur la découverte de ces gènes. Et un des aboutissements de ce travail a été notamment d'insister sur un point qui était assez particulier, qui est que les gènes en question ressemblent bien à des gènes toxines antidotes. Ils se trouvent dans le génome de Wolbachia, mais ils se trouvent plus précisément à l'intérieur de régions phagiques, c'est-à-dire des régions dont elles pensent qu'elles sont originaires d'un virus de bactéries. Et donc on a là une illustration d'une petite photo que vous allez voir à un certain nombre de reprises dans mon exposé, à savoir qu'on aurait à une certaine échelle d'organisation, Wolbachia, qui induit de la compatibilité cytoplasmique et qui peut de cette manière envahir les populations, quelque chose qui est issu d'un système dont elle aurait elle-même été victime à l'origine, un système toxine-antidote de virus qui aurait permis d'envahir des populations bactériennes. Puisque des systèmes toxine-antidote chez les virus qui leur permettent d'envahir les bactéries, on en connaît plein par ailleurs. Donc voilà un système que Wolbachia aurait domestiqué en quelque sorte et qui lui permettrait d'envahir les populations. Cette question de l'invasion de nouvelles espèces, entrée. Cette question de l'invasion de nouvelles espèces, elle était au cœur d'un autre projet que j'ai développé par la suite, avec des approches très globales, où on s'est posé principalement la question suivante: comment est-ce qu'on peut expliquer globalement la distribution de Wolbachia? Le fait que Wolbachia soit présente chez à peu près 50% des espèces, ça fait beaucoup. Hein. Eh bien, il faut forcément supposer que, de temps en temps, Wolbachia puisse passer d'une espèce à une autre, et supposer aussi que de temps en temps, elle soit perdue. On a cherché à estimer un petit peu le tempo de cette dynamique, les taux de perte et acquisition. Et pour faire ça, il a fallu s'intéresser à beaucoup d'espèces, à la diversité moléculaire des Wolbachia à l'intérieur de ces espèces, à la diversité moléculaire des autres, bien sûr aussi. Et cet échantillon-là, il prenait place dans un cadre un peu particulier, un cadre insulaire, qui prenait directement la suite de mon travail de postdoc, puisque c'est dans ces îles que j'étudiais d'abord le papillon. J'ai collecté tous ces spécimens à l'époque avec la logique suivante en tête. Toutes ces îles sont issues d'un point chaud qui est actif depuis quelques millions d'années seulement, ce qui fait qu'elles sont toutes reliées par des branches phylogénétiques très courtes. En d'autres termes, cette diversité qui est liée au système insulaire, elle nous permet en quelque sorte de zoomer sur des processus évolutifs de courte échelle de temps qui sont représentés ici par les branches vertes à la surface de l'arbre. Et avec ce principe en tête, on a étudié avec Patricia Simoes, dans le cadre de sa thèse, que j'ai co-encadrée avec Marie-France Sagot, la dynamique de perte et acquisition de Wolbachia à travers un principe que j'ai utilisé dans pas mal de projets, qui s'appelle la cophylogénie, que je vais vous présenter rapidement. L'idée de la cophylogénie, c'est que quand vous avez deux entités biologiques et que vous voulez savoir si elles sont restées associées de manière stable ou pas au cours du temps, vous pouvez étudier la phylogénie des uns et des autres, avec l'idée que si, quand un hôte se diverge en deux espèces, alors le symbiote doit également diverger en deux espèces si le symbiote reste associé de manière stable. En d'autres termes, si l'association est stable, les phylogénies des uns et des autres doivent être les mêmes. Au contraire, si les phylogénies sont différentes, eh bien, c'est qu'il y a eu des événements de perte et acquisition, et vous pouvez utiliser des méthodes d'analyse des phylogénies pour essayer de trouver quelle est l'histoire vraisemblable de perte et acquisition dans ce système. Pendant sa thèse, Patricia a montré que ça ressemblait plutôt à ça, quand on travaillait sur la diversité génétique de Wolbachia et la diversité génétique des hôtes. Et il est très rapidement apparu que Wolbachia changeait assez souvent d'hôtes, et tellement souvent qu'il était impossible, finalement, de reconstruire une histoire évolutive claire d'association et de dissociation entre Wolbachia et ses hôtes. Et donc il a fallu pas mal d'années, pas mal de collaborations, et notamment au sein du labo, et ça c'est une des raisons pour lesquelles ce labo est si plaisant, c'est qu'il y a beaucoup de compétences, y compris sur le plan méthodologique, pour utiliser une approche statistique de ce problème et chercher non pas un scénario particulier de perte et d'acquisition de Wolbachia, mais une grande diversité de scénarios qui nous paraissaient équiprobables, et à travers cette diversité de scénarios équiprobables, estimer les paramètres qui nous intéressaient, c'est-à-dire les paramètres de taux de perte et acquisition. Et de cette façon, si l'ordinateur veut bien
me donner la main. Je sens qu'il y a 3 diapos qui vont passer d'un seul coup, puisque j'ai appuyé 3 fois. On a pu estimer que Wolbachia passe d'une espèce à une autre tous les 9 millions d'années et est perdu tous les 7 millions d'années en moyenne. Ce système global, il a été aussi l'occasion, dans le cadre de la thèse de Marie Cariou notamment, d'étudier cette fois les conséquences évolutives de Wolbachia. Marie, pendant sa thèse, s'est intéressée notamment à une hypothèse qui est celle du balayage sélectif. Qu'est-ce que j'appelle le balayage sélectif? Eh bien, je vais essayer de vous exposer ça avec ce petit schéma. Dans toute espèce, il y a une certaine diversité génétique. Vous et moi, on n'est pas tous pareils parce qu'il y a une diversité génétique dans l'espèce humaine. Il y a notamment de la diversité génétique qui peut s'observer au niveau des mitochondries, qui sont ces anciennes bactéries qu'on porte dans toutes nos cellules et qui nous permettent de respirer et qui portent un génome. Et on peut analyser la diversité génétique de ce génome. Dans toute espèce, il y a une certaine diversité. Mais quand Wolbachia arrive dans une espèce, elle arrive chez un seul individu. Et puisque Wolbachia est liée génétiquement avec les mitochondries, dans le sens où elle est transmise maternellement à travers le cytoplasme de la même manière que les mitochondries, alors Wolbachia, en envahissant les populations à travers les phénomènes qu'elle induit, par exemple l'incompatibilité cytoplasmique, devrait avec elle amener les mitochondries et donc diminuer la diversité génétique à l'intérieur des espèces infectées, avec des conséquences possiblement importantes, dans le sens où, quand on baisse la diversité génétique, on amène avec soi potentiellement beaucoup de mutations délétères et donc on peut induire une évolution défavorable des génomes mitochondriaux. Et donc Marie a souhaité tester cette hypothèse en développant notamment une approche appariée que j'ai utilisée à plusieurs reprises pour un certain nombre de questions. Les approches appariées, c'est des approches qui nous permettent d'étudier des relations de cause à effet, on cherche des relations de cause à effet entre différentes variables dans un système phylogénétique. Le fait que ce système soit phylogénétique, ça complique un peu la question, parce que les différents points qu'on observe à la surface de l'arbre ne sont pas des points indépendants d'un point de vue statistique. Et une des manières de régler ce problème, c'est de faire non pas une comparaison globale entre toutes les espèces qui seraient infectées et toutes les espèces qui seraient non infectées, par exemple, mais de faire une comparaison dans des petits groupes entre des clades infectés et des clades non infectés. Chacun de ces points constitue une observation en elle-même, et toutes ces observations sont réunies pour tester l'hypothèse qui nous intéresse, si la diapo veut bien avancer. La diapo a avancé. Donc tous ces points, c'est ce qui est représenté ici sur ce graphique, où chaque point montre en abscisse la diversité génétique du clade non infecté et la diversité génétique du clade infecté avec lequel il est comparé dans cette approche appariée. Et ce que vous voyez ici, c'est que la plupart de ces points, d'une manière très clairement significative, se trouvent sous la bisectrice, qui montre que dans les clades non infectés, on observe effectivement et conformément à l'hypothèse une diversité génétique plus importante que dans les clades infectés, une diversité de l'ordre de 2 fois plus importante. La question de la transmission horizontale, qu'on a d'abord étudiée à propos de Wolbachia, qu'on a également étudiée dans le cadre du postdoc de Daphné à propos des éléments transposables, elle se trouve au cœur d'un autre projet que vous allez bientôt découvrir, qui est le projet Horizon, qui porte sur, qu'on peut considérer comme une approche génomique d'une communauté hôte parasitoïde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce projet est né quand j'ai eu connaissance d'un système assez incroyable par sa richesse, un système qui était issu de 40 années de travail de terrain par des collègues au Costa Rica, qui ont répertorié de manière quasi exhaustive dans une réserve naturelle les relations qu'on pouvait observer entre des papillons et leurs parasitoïdes, c'est-à-dire des insectes, soit diptères, des mouches, soit hyménoptères, c'est-à-dire des guêpes, qui viennent pondre à l'intérieur des chenilles et qui se développent à l'intérieur des chenilles, c'est ce qu'on appelle des parasitoïdes. Donc il y a des milliers d'espèces dans ce système qui ont été décrits, il y a des centaines de milliers de spécimens qui ont été répertoriés et dont on a extrait l'ADN. Et à partir de ça, il nous est apparu qu'il était possible et pertinent de se demander si des éléments génétiques pourraient passer entre les uns et les autres à travers une association écologique aussi intime, puisqu'il y a un organisme qui se développe à l'intérieur d'un autre. Et donc on a développé une approche de séquençage de génome complet par des méthodes de séquençage à haut débit sur environ 250 espèces qui ont été savamment choisies dans toute cette grande diversité pour tester des hypothèses particulières que je vais vous décrire, mais globalement qui visent à répertorier, à décrire la diversité des transmissions horizontales de gènes qui pourraient exister entre les uns et les autres.
Les hypothèses centrales de ce projet, qui ont fait l'objet du postdoc de Samuel Barreto et qui vont faire aussi l'objet de la thèse de Sarah ici présente, qu'on va avoir le plaisir de co-encadrer avec Julien dans les années qui viennent, ce sont les suivantes. C'est d'abord une hypothèse quantitative qui est basée typiquement sur une approche à parier, comme celle que je décrivais tout à l'heure, puisque dans l'échantillon qu'on a choisi, qui précisément a été choisi pour maximiser ce nombre, eh bien on a 90 situations où on peut comparer un parasitoïde qui attaque un hôte avec un parasitoïde proche qui n'attaque pas le même hôte et se demander si, dans le premier cas, il y a plus d'échanges d'éléments génétiques que dans le deuxième cas. Autrement dit, on va pouvoir tester avec ces 90 cas, avec ces 90 points d'observation, si la relation hôte-parasitoïde favorise beaucoup, ou pas du tout, la probabilité de transmission horizontale entre espèces différentes. Une autre hypothèse qui nous intéresse, elle découle assez directement du travail de postdoc de Daphné Raïs, qui avait permis de mettre en évidence que les éléments transposables peuvent être transmis horizontalement entre différentes espèces, mais à particulièrement haute fréquence chez les papillons. Or, on a une hypothèse pour expliquer ça, c'est que les papillons sont beaucoup plus que d'autres ordres victimes de virus particuliers qu'on appelle les baculovirus, et les baculovirus sont des virus dont on sait par ailleurs qu'ils peuvent acquérir du matériel génétique de leur hôte, notamment des éléments transposables. Donc une hypothèse, c'est que la transmission horizontale entre espèces pourrait être médiée par des baculovirus, et si ça c'est le cas, alors différentes espèces de papillons qui partagent une même plante hôte devraient être sujets au transfert horizontal parce que les baculovirus ont également cette tendance à avoir des effets comportementaux sur leurs hôtes, à les pousser à monter en haut des plantes et se liquéfier en haut des plantes, ce qui va favoriser leur dissémination au sein d'une espèce ou à travers différentes espèces. Donc une des hypothèses qu'on va pouvoir également tester, c'est est-ce que le partage d'une plante hôte pour deux espèces de papillons facilite la transmission horizontale? Une autre hypothèse, qui va faire l'objet central de la thèse de Sarah, c'est l'idée qu'on a un mécanisme particulier à l'idée pour ces transmissions horizontales entre les hôtes et les parasitoïdes, et en particulier entre les parasitoïdes hyménoptères dont on sait qu'ils portent en eux des virus domestiqués, c'est-à-dire des éléments qui ressemblent à des virus et qui ont des enveloppes qui sont effectivement constituées d'éléments d'origine virale, mais qui contiennent de l'ADN de l'insecte lui-même, et ces éléments sont injectés dans leur victime, dans la chenille donc, avec les œufs, et ces éléments vont mener à l'intégration de fragments d'ADN qui viennent de la guêpe à l'intérieur du génome du papillon, et l'expression de ces gènes va perturber la réponse immunitaire du papillon et donc protéger la descendance de la guêpe. Donc on a là un nouveau représentant de cette histoire d'empilement d'échelles avec une guêpe parasitoïde qui a vraisemblablement domestiqué des virus dont elle était elle-même victime, qui possiblement étaient des pathogènes à l'origine, mais qui lui permettent aujourd'hui d'aller inhiber le système immunitaire de son hôte. On a donc une histoire à plusieurs étages une fois de plus. Et on a aussi, vous l'aurez sûrement noté, un système de transgénèse naturelle, c'est-à-dire un système qui permet le passage d'éléments génétiques de la guêpe jusqu'au papillon, si bien que si le papillon peut survivre à ces attaques, et on sait que ça arrive de temps en temps, on a là potentiellement une autoroute au transfert horizontal, et c'est l'hypothèse que Sarah va tester pendant sa thèse. Voilà, j'en ai fini avec les parties les plus expérimentales et les plus factuelles de mon histoire, et je vais maintenant vous parler de cet autre projet dans lequel on cherche à comprendre comment peuvent émerger les processus évolutifs, comment peut émerger l'évolution par sélection naturelle. C'est un projet qui a un nom, un acronyme, douteux, mais c'est un acronyme, voilà. NSB Life, pour Natural Selection Behind Life. C'est important qu'il ait un nom parce qu'il n'a pas vraiment d'existence institutionnelle, il n'est pas financé, il n'a pas d'équipe particulière. Donc le fait qu'il ait un nom, au moins, ça nous prouve qu'il existe. Et puis il est aussi sous la protection de Sainte-Élisabeth, et ça c'est bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce projet est né quand je faisais une conférence dans une maison de retraite pour religieuses, qui s'appelait la maison de retraite Sainte-Élisabeth, où une personne qui m'est chère travaillait à l'époque en tant qu'animatrice culturelle et avait proposé une conférence, une double conférence,
sur un sujet qui intéresse tout le monde, y compris les bonnes sœurs à la retraite, qui est: est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie ailleurs? Et il y avait un physicien qui était venu parler des exoplanètes en disant: il y a plein d'exoplanètes, donc c'est bien possible qu'il y ait de la vie ailleurs. Et moi, je suis arrivé avec mes gros sabots d'évolutionniste, mes petits sabots, pour dire: alors très bien, peut-être qu'il y a de la vie ailleurs, mais une question évidemment essentielle dans cette histoire, c'est: est-ce qu'on serait capable de la reconnaître? Qu'est-ce qu'il faudrait chercher si on cherchait de la vie ailleurs? Et je proposais l'idée que si on veut chercher de la vie, il faudrait chercher des signatures de l'évolution par sélection naturelle, qui me semble être le principe fondamental du vivant. Et donc je posais la question suivante: est-ce qu'on serait capable d'identifier différentes manifestations de ce phénomène, des systèmes darwiniens qui prendraient différentes formes physiques possibles? Donc pour trouver ça, évidemment, on ne peut pas chercher des petits hommes verts, mais de la même manière, on ne peut pas non plus chercher des systèmes où l'hérédité serait basée sur l'ADN, parce que en quelque sorte, ça serait des petits hommes verts. On ne peut pas non plus chercher, pour la même raison, des systèmes qui seraient basés sur la chimie du carbone, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se limite à la chimie du carbone. En fait, on peut se baser sur aucune information structurale particulière. On peut même pas se baser sur des informations d'échelle, puisque ce genre de phénomène pourrait se produire à des échelles de temps ou des échelles spatiales qui n'auraient absolument rien à voir avec ce qu'on a en tête. On peut penser à des galaxies, on peut penser à des choses microscopiques, au contraire. Donc il n'y a aucune information structurelle, aucune information d'échelle. Donc il peut y avoir que des informations de dynamique, quelque part, pour pouvoir identifier ces systèmes. Et quand on commence à réfléchir à ça, on se rend compte évidemment que c'est une question compliquée. Et c'est une question qui peut intéresser pas mal de monde. Et j'ai eu la chance de pouvoir réunir des collègues, notamment dans un endroit sympathique à Cargèse, où on s'est retrouvé pendant 3 jours pour discuter à une quinzaine de personnes de ce problème. Et ça a un peu constitué un point de départ du projet, notamment à travers la publication d'un article où on a synthétisé un peu tout ça. Et une partie des choses dont je vous parle aujourd'hui est issue de cet article. Notamment, un point qu'on a discuté, c'est pour pouvoir formaliser le plus possible, généraliser les principes d'évolution par sélection naturelle, il faut évidemment commencer par préciser leurs conditions d'existence, essayer de définir en des termes aussi généraux que possible les conditions d'existence de l'évolution par sélection naturelle. Et quand on fait ça, on se rend compte que bien sûr, on n'a pas attendu 2020 pour le faire. Dans les années 70, par exemple, Léontine proposait des définitions très générales, très, très claires de ce qui permet l'évolution par sélection naturelle. Il faut de la variance héritable en fitness. Je ne vais pas définir ces termes en détail, mais je vais insister sur un point, c'est que même si cette formulation, à nous autres évolutionnistes, paraît extrêmement générale, quand on commence à essayer de l'appliquer à d'autres systèmes physiques ou chimiques, on se rend compte qu'on tombe sur un os, c'est qu'on ne sait pas sur quelles entités il doit porter. On n'a pas d'objet à observer. On ne sait pas quel type d'objet on devrait observer. Et vous me voyez peut-être venir, cette espèce d'éléphant dans le couloir, ce concept si important qu'on ne l'avait pas vu, puisqu'il est implicite à l'intérieur de tous les autres, c'est celui d'individu. En biologie, on sait qu'on peut chercher à certaines échelles de la variance héritable en fitness, mais quand on regarde d'autres systèmes, on ne sait pas quel niveau d'organisation il faut regarder. Donc, ça veut dire que si on veut réfléchir à ces questions, il faut pouvoir concevoir l'individu en des termes le plus généraux possible. Donc, que nous dit la biologie à propos de l'individualité? Elle nous dit notamment ça, cette chose que je vous ai montré un certain nombre de fois, à savoir que on peut concevoir les individus biologiques comme des empilements d'individus biologiques de plus petites échelles. Sauf que quand on a fait ça, évidemment, on n'est pas sorti du problème puisqu'on a défini les individus à partir des individus, donc on a un problème. Donc ce qu'on voudrait, c'est pouvoir définir de manière plus formelle et indépendante de la notion d'individu elle-même, cette première échelle avec une petite flèche qui apparaît, merci, sur le plus petit bonhomme. On voudrait pouvoir définir cette première échelle, on voudrait pouvoir comprendre comment l'individualité, in fine, émerge. Il y a des solutions qui ont été proposées pour ce problème, et notamment il y a une solution simple qui nous vient facilement en tête à nous autres généticiens, mais dont je vais essayer de vous montrer que c'est une impasse et que c'est une hypothèse finalement simpliste. Cette hypothèse, c'est, ok, si un individu biologique c'est quelque chose qui se reproduit, il suffit d'imaginer que dans la soupe chimique originelle est apparue une molécule capable de se reproduire toute seule, et il se trouve qu'on a un bon candidat chimique à cette histoire, ce serait un ribosime. C'est quoi un ribosime? C'est une molécule d'ARN. L'ARN, c'est quelque chose qui ressemble à l'ADN, mais qui a la particularité d'être en un seul brin, ce qui fait que toutes les relations de complémentarité qui donnent à l'ADN cette structure en double hélice vont donner dans l'ARN des structures plutôt tridimensionnelles qui donnent notamment à ces molécules les capacités d'être non seulement des... Ça va venir?
Ça va venir. J'attends. D'être quelque part des molécules 2 en 1, c'est une bouteille de shampoing qui devrait apparaître. Ça ne veut pas. Donc, qui sont en quelque sorte des bouteilles de shampoing 2 en 1, dans le sens où elles peuvent être à la fois des enzymes, c'est-à-dire catalyser des réactions chimiques particulières, et être les matrices à partir duquel cette réplication, ce processus de réplication va s'opérer. Et là, ça commence vraiment à bugger. Voilà, on a 3 d'un coup. Donc ça peut être à la fois des enzymes et des génomes. Donc on a là une idée qui paraît très bonne. On a des molécules qui sont capables potentiellement d'être à la fois des génomes et des enzymes. Donc si un ARN apparaissait originellement, eh bien cet ARN pourrait être le premier individu. Je vais essayer de vous montrer que, en fait, c'est pas une si bonne idée que ça. Une des raisons pour lesquelles je pense que c'est pas une bonne idée, c'est qu'elle ressemble de manière trop naïve à ce qu'on connaît actuellement des systèmes vivants. Dans les systèmes vivants actuels, on a globalement un génome qui est stocké sous forme d'ADN, pas que, mais pour simplifier, on va dire ça, qui est transcrit dans une molécule qui ressemble beaucoup sous forme d'ARN. Et à partir de ça, il y a une traduction en des molécules qui n'ont rien à voir, qui sont des protéines et qui sont en quelque sorte les outils, celles qui font le job à l'intérieur des cellules, qui constituent en quelque sorte le véhicule qui va transporter toute cette information génétique. Donc, en pensant que la vie serait apparue sous forme d'ARN, on a quelque chose qui est élégant parce que c'est au milieu de ce système, mais on a quelque chose qui est aussi très très calqué sur la génétique actuelle, et ça me semble un petit peu facile parce qu'on pourrait très bien envisager que cette histoire soit passée par des processus chimiques radicalement différents et qu'on ne saurait pas identifier dans les êtres vivants actuels. Une autre raison pour laquelle je pense que cette idée n'est pas une bonne idée, si les diapos peuvent s'enchaîner, c'est que je pense que c'est une hypothèse qui est trop discontinue. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un argument qui est un peu plus épistémologique. Il se trouve que dans à peu près tout ce que j'ai étudié, je constate que quand on commence à réfléchir à un problème, on pense de manière catégorielle. On a par exemple des hôtes et des parasites, on a des parasites et des mutualistes, on a ce genre de choses en tête. Et puis plus on approfondit, plus on se rend compte que derrière les catégories qu'on a en tête, il y a évidemment des continuums. Et que quand on commence à penser les choses sous forme de continuum, on les comprend mieux. En l'occurrence, à quoi ça pourrait ressembler? Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez qu'on arrive à se repasser le film intégral de la vie depuis le Big Bang jusqu'à la biodiversité actuelle. Est-ce qu'il est raisonnable d'imaginer qu'à un moment pile, on peut faire un arrêt sur image en disant avant ça, il n'y avait pas d'évolution, et après, avec les ribosymes qui sont apparus comme ça, il y a eu de l'évolution? Ou est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable d'imaginer qu'il s'est passé quelque chose qui, par définition, est un processus physico-chimique, qui a donné lieu à un système qui, à la fin, évolue très très bien par sélection naturelle, c'est ce qu'on appelle le vivant aujourd'hui, et puis qui, au début, évoluait mollement par sélection naturelle. Un autre problème que je vois avec cette hypothèse, c'est un problème qu'on peut relier à une idée plus générale en génétique des populations qu'on appelle le fardeau de mutation. C'est l'idée que quand un système se reproduit de manière clonale, c'est-à-dire une molécule qui se reproduit toute seule, si vous voulez, eh bien, les mutations vont s'accumuler de telle manière que les mutations négatives vont finir par l'emporter et amener le système vers l'extinction. On appelle ça le fardeau de mutation. Et dans le cadre des origines de la vie, il y a des arguments de cet ordre-là qui ont été apportés notamment par Manfred Eigen, qui dit ce système initial, il avait forcément une fiabilité limitée, c'est-à-dire une précision dans sa réplication qui devait être limitée, et donc ce système était voué à l'extinction. Donc, je vais, pour terminer, j'approche de la fin, vous proposer non pas des solutions clés en main, bien sûr, mais des pistes de solutions à ces problèmes. La première piste, c'est d'en finir avec l'idée que ça a dû apparaître avec un individu tout cuit, sorti de la soupe chimique, qui serait un ribosyme, qui serait une molécule grand A qui peut faire du grand A. Il faut en finir avec l'autocatalyse, et il faut donner raison à Pezzettino, qui nous dit que, en fait, pour construire un individu, il faut dès le départ être plusieurs. Notamment, les chimistes nous disent que dans une soupe chimique, il y a quelque chose qui arrive très souvent, c'est ce qu'on appelle des cycles autocatalytiques. C'est des systèmes où c'est pas du A qui fait du grand A, c'est du A qui favorise la production de B, qui favorise la production de C, qui peut passer par un certain nombre d'intermédiaires, jusqu'à ce qu'à un moment la boucle se ferme et que quelque chose favorise la production de A. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cycle autocatalytique, et c'est un début assez vraisemblable à ce genre de processus. Le problème, c'est que quand on commence à réfléchir comme ça, plutôt qu'avec un ribosyme, avec un truc qui ressemblerait fichtrement à l'ADN, eh ben on retrouve plus nos petits, on n'a pas nos concepts de base de généticiens. Et il va falloir réussir à comprendre certains, ça veut pas, à comprendre certains mécanismes principaux de l'évolution biologique, non pas comme des données du problème, par exemple,
avoir un génome ou les mutations, j'ai besoin de ma figure. Il va falloir comprendre certaines dichotomies essentielles qu'on identifie actuellement dans le vivant, non pas comme des données de départ, mais comme des aboutissements, comme des résultats du processus évolutif. Par exemple, la distinction qui semble assez pertinente aujourd'hui entre l'individu et l'environnement. Comment elle s'est opérée? Comment dans un système comme ça, je pourrais différencier qu'est-ce qui est de la nourriture et qu'est-ce qui est l'individu? C'est des problèmes qui sont conceptuellement assez difficiles à aborder. De la même manière, une autre dichotomie qui est possiblement reliée à la première, c'est celle du génotype et du phénotype. À quel moment certains éléments du système commencent à contenir plus de variations héritables que d'autres? Où commencent les variations héritables dans ce système ABC? Où se trouverait le protogénome, quelque part? Donc, en d'autres termes, pour commencer à réfléchir à ce problème, il faut réfléchir à la manière dont les processus évolutifs ont eux-mêmes évolué, dont ils ont pu se mettre en place. Et finalement, cette perspective méta sur l'évolution, cette manière de se demander comment l'évolution évolue, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait déjà en biologie, même si on ne le nomme pas de cette manière. C'est notamment des choses que je fais pas mal dans mon travail, quand je m'interroge sur la manière dont les niveaux de sélection changent au cours du temps. Quand les niveaux de sélection changent, les règles de l'évolution changent. Quand la méiose émerge, eh bien, elle va minimiser l'efficacité de la sélection au niveau des gènes, elle va minimiser les conflits génétiques et elle va maximiser l'efficacité de la sélection au niveau des organismes que nous constituons de cette nouvelle échelle. De la même manière, quand on s'intéresse à l'évolution de la recombinaison sous toutes ses formes, le sexe, la transmission horizontale, on s'intéresse à l'évolution des règles du jeu, l'évolution des règles de l'évolution. Quand on s'intéresse à l'évolution des taux de mutation ou à l'évolution des systèmes d'hérédité, génétique ou non génétique, on fait de la méta-évolution sans forcément le nommer. En d'autres termes, je pense que d'une certaine façon, cette perspective méta, elle existe déjà en biologie. Il me paraîtrait peut-être intéressant de l'identifier comme un point commun d'un certain nombre de sujets différents. C'est-à-dire que en réunissant dans un même cadre de réflexion ces différents sujets, on pourrait peut-être réussir à mieux les comprendre, intégrer le fait que dans le vivant déjà, pour comprendre des processus évolutifs, il faut comprendre l'évolution des mécanismes de l'évolution. Mais je vais terminer en suggérant que cette approche pourrait aussi permettre éventuellement de jeter des ponts entre d'autres disciplines, notamment entre la physique et la biologie. Il ne s'agit non pas de réduire la biologie à la physique, mais plutôt de jeter un pont, c'est-à-dire possiblement dans les deux sens. Dans les deux sens, par exemple, en permettant à des principes qui sont issus de la biologie, principes d'évolution par sélection naturelle, de trouver une place sous une forme ou une autre à l'intérieur de la physique, et en expliquant par exemple l'origine de la vie et l'émergence des processus évolutifs, de jeter un pont entre des disciplines qui sont en fait pour l'instant extrêmement disjointes quand on commence à se poser la question de près. Ce pont, il me semble qu'il pourrait aussi émerger entre la biologie et les sciences humaines avec un raisonnement qui n'est pas si différent, puisque il se trouve que la tentative, la volonté d'appliquer des raisonnements de type darwinien à des disciplines des sciences humaines, par exemple l'évolution des langues, l'évolution de la culture, c'est quelque chose qui existe déjà et qui se heurte à un certain nombre de difficultés, et je pense que ces difficultés sont précisément dues au fait qu'on essaye de calquer des mécanismes de l'évolution tels qu'on les comprend, tels qu'on les simplifie quelque part au sein du vivant, plutôt que de comprendre que ces mécanismes de l'évolution ont eux-mêmes évolué. Par exemple, dans l'évolution culturelle, la variation ne se produit pas au hasard. Les idées ne viennent pas purement au hasard. Les idées viennent notamment pour résoudre des problèmes. Elles ont donc un caractère dirigé que la théorie de l'évolution habituelle a un petit peu du mal à intégrer. Comprendre comment émerge la directionnalité dans la mutation, ça ferait partie des objectifs d'une approche méta-évolutive. Voilà, et pour finir, je vais poser quelques questions, jeter quelques idées sur ce truc, cette chose qu'on appelle l'HDR, que certains trouvent un petit peu désuet, on pourrait s'en passer, et c'est vrai que parfois, ça peut être pris comme ça. Moi, je l'ai pris plutôt comme quelque chose qui m'a pris un petit peu de temps, certains l'auront remarqué. Attention, les mauvaises langues, je vous reconnais. Mais qui est une occasion de faire le point, et puis de réfléchir aussi sur ce truc qui n'est pas anodin de la direction de la recherche, parce que c'est ça que veut dire ce D, hein. Habilitation à diriger les recherches. Je veux dire que, à titre personnel, je suis pas complètement à l'aise, et c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu patienté avec cette idée de diriger la recherche, puisque j'ai parfois du mal à garder le cap de mes propres idées. Donc, s'il s'agit de diriger la recherche des autres, je suis pas complètement sûr de mon coup. Et une des solutions que j'ai trouvées jusque-là à ce problème et que je vais continuer à trouver, c'est de toujours travailler par co-encadrement. Je pense qu'il faut au moins être deux pour encadrer une thèse.
ça évite un certain nombre de problèmes, il me semble. Mais ce D, il pourrait vouloir dire d'autres choses. Par exemple, moi j'aimerais bien aussi pouvoir transmettre une certaine habilitation à douter de nos propres recherches, c'est-à-dire à développer un regard critique sur la recherche en général ou sur le contenu de nos propres modèles. J'aimerais bien aussi pouvoir transmettre une certaine habilitation à se détendre dans la recherche. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par exemple cette possibilité de jouer à ce jeu un peu subtil et périlleux de la critique constructive, qui est un peu le cœur de notre métier, mais qu'il faut réussir à vivre bien, et notamment pour bien la vivre, il faut réussir à pas mettre en jeu sa propre personne. Ça, c'est un travail de tous les jours, en fait, on n'y arrive pas vraiment, mais n'empêche que cet exercice-là, à mon avis, il est au cœur de la recherche, et, euh, et voilà, essayer de mettre les questions d'ego à leur place, ça me paraît un exercice essentiel aussi dans cette histoire. J'aimerais bien transmettre aussi le goût de la discussion parce que j'en suis arrivé à la conclusion très claire que la recherche à plusieurs, ça marche mieux que tout seul. En tout cas, tout seul, je n'y arrive pas. Donc discuter, bien sûr, avec les doctorantes, les doctorants, mais à plusieurs, à toutes les échelles. Et puis le dernier D, c'est mon préféré. J'aimerais bien transmettre un certain goût, un certain désir pour la recherche, notamment dans cette période dont on sait qu'elle n'est pas évidente du tout. Faire une thèse, c'est pas du tout anodin. C'est quelque chose de très intense. On en parlait encore il y a quelques jours avec des étudiants, des étudiantes du labo qui disent qu'il faut, voilà, il faut être vigilant sur comment faire pour qu'un doctorat se passe bien. C'est quelque chose qui est extrêmement intense. C'est notamment difficile parce que c'est un prélude à un marché du travail dont on sait qu'il est de plus en plus difficile. Mais quelque part, justement, parce que c'est difficile aussi derrière, ben, il me semble que le plaisir instantané, celui de la thèse elle-même, il est essentiel. Et ça, j'espère l'avoir un petit peu donné dans le cas des thèses que j'ai co-encadrées et j'espère pouvoir continuer à le faire dans le futur. Et voilà, et je vais terminer en remerciant beaucoup de monde, vous remercier tous ici présents et toutes, mais aussi beaucoup ma famille, qui évidemment m'apporte un soutien tout le temps, mais notamment aujourd'hui à travers la logistique de l'apéro qui suivra tout à l'heure, si tout va bien. Et puis les amis, il y en a aussi dans la salle, il y a même des musiciens, je les ai reconnus. Euh, et puis tout un tas de structures sur lesquelles ce travail repose. Des institutions, par exemple, des grandes institutions, le CNRS, l'université, qui connaissent des évolutions qui ne sont pas que favorables, et on pourrait être assez critique et assez vigilant à cet égard, mais qui présentent quand même beaucoup de vertus, et je pense qu'il faut justement rester vigilant pour qu'elles puissent conserver ces vertus. Donc c'est des institutions que je remercie parce qu'elles me donnent un cadre de travail assez, assez exceptionnel, il me semble. Donc je pense bien sûr aussi au laboratoire de biométrie, de biologie évolutive, les structures sur lesquelles on s'appuie pour faire de la recherche, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan informatique, sur le plan des biotechnologies. Je remercie bien sûr le jury qui est là. Je remercie aussi les personnes qui m'ont un peu mis sur les rails, Hervé Merceau pendant ma thèse, Gregers pendant un postdoc dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui était vraiment une belle expérience scientifique. Et puis plein de collègues qui sont pas tous nommés ici, mais voilà, c'est important au quotidien. Ils constituent tous à la fois des amis et des soutiens indispensables. Et puis pour finir, merci bien sûr aux étudiantes et aux étudiants, mais c'est surtout des étudiantes que j'ai eu l'occasion d'encadrer, de co-encadrer, et puis les postdocs avec qui j'ai pu travailler aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis désolé si j'ai dépassé le temps, je suis sûr que j'ai dépassé le temps.